Monsieur le Président. Bonjour. Je suis Lucine Tristram, Asset Manager chez Ampère Gestion. Je vous ai reconnu. Nous sommes réunis pour un exercice assez novateur dans l'histoire de notre groupe, puisque nous allons, nous, collaborateurs de CDC Habitat et de différentes filiales de CDC Habitat, vous interroger directement sur l'année écoulée et sur les perspectives du groupe pour les prochains mois. Je n'ai pas préparé de pense-bête et j'espère que je saurai répondre à vos questions. J'en suis certaine. Alors j'aimerais tout de suite commencer par vous demander quels sont pour vous les 3 faits marquants de l'année 2017 pour CDC Habitat. Bien, pour 2017, CDC Habitat, ça a été pour nous fondamentalement l'aboutissement de la prise de contrôle des sociétés immobilières d'outre-mer. C'était un moment important que nous avions préparé longuement auparavant. Ça a été aussi une étape franchie dans le lancement de fonds d'investissement et en particulier la réussite du fonds Hémisphère qui nous a permis de financer les activités d'Adoma dans de bonnes conditions. Et puis ça a été aussi la préparation des évolutions concernant notre positionnement à la Caisse des dépôts, c'est-à-dire d'une part le changement de dénomination, de nom, CDC Habitat, le groupe SNI qui est devenu CDC Habitat, et d'autre part la préparation de notre rentrée dans ce qui est devenu la Banque des Territoires. Merci de votre réponse. Oh, c'est bien naturel. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. À mon tour, je souhaite aussi me présenter. Donc Laurent Fleurizot, directeur d'agence au sein de la société Sainte-Barbe. Pour ma première question, je souhaite vous parler bien sûr de mon entité, la Sainte-Barbe. Par ses spécificités de statut et de mission, la société Sainte-Barbe n'est pas impactée par la réforme profonde de notre secteur d'activité et donc, en quelque sorte, par la réorganisation interne du groupe. Dans ce cas de figure, quelle est la stratégie, Monsieur le Président, du groupe à moyen terme pour la société Sainte-Barbe? Écoutez, la société Sainte-Barbe a réussi une performance qui n'était pas gagnée au départ, qui consistait à réussir son implantation sur le territoire de la Moselle et, je dirais un peu plus généralement, en Lorraine. Bon. Aujourd'hui, nous savons bien que sur le territoire du bassin minier de Lorraine, la Sainte-Barbe fait figure d'opérateur de référence. C'est d'ailleurs sur la base du terrain qui a été ainsi conquis et de l'estime de tous, aussi bien les associations de locataires que les élus du bassin minier. Sur cette base-là, nous avons pu étayer notre candidature vis-à-vis du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, enfin des Hauts-de-France aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue, il faut que la SA Sainte-Barbe continue à jouer pour notre compte ce rôle de démonstrateur, finalement, d'ancrage local. Son rôle aujourd'hui, c'est de continuer à jouer, finalement, la place, le jeu qu'elle occupe en Lorraine, d'une manière générale, et probablement à commencer, mais elle a déjà commencé, à travailler à la diversification de l'offre sur ce territoire-là, compte tenu des évolutions qu'il connaît, au même titre d'ailleurs que beaucoup de territoires hexagonaux ou ultramarins, par exemple s'agissant du vieillissement, puisque vous avez déjà développé un certain nombre de papilofts ou d'EHPAD, etc. Et donc c'est dans cette perspective-là de confirmation, au fond, de ce rôle d'opérateur ancré localement que la Sainte-Barbe doit poursuivre son développement. Merci Monsieur le Président. Je vous en prie. Bonjour Monsieur le Président, je suis Shiraz Benchadli, directrice territoriale adjointe pour Adoma sur le Grand Lyon. Ma première question va porter justement sur mon entité Adoma. Et je voulais vous demander si, selon vous, le modèle économique d'Adoma permet de poursuivre le développement de l'activité asile et hébergement qu'a connu Adoma ces dernières années. Aujourd'hui, ce qu'il apparaît, c'est que Adoma occupe dans le paysage institutionnel une place absolument centrale. Ce rôle-là, Adoma a réussi à acquérir ce positionnement à travers justement une double démarche qui était d'augmenter son efficacité, son professionnalisme, et d'autre part de s'affirmer comme l'opérateur qui répond toujours
à toutes les demandes qui lui sont adressées. Ce qui est important effectivement, mais vous l'avez dit, c'est d'assurer un modèle économique qui permet d'avoir des activités équilibrées. Bon, c'est ce qui permet notamment de financer un plan d'investissement de 3,5 milliards pour remettre à niveau le patrimoine existant et en même temps de développer l'offre de produits résidentiels, par exemple à travers l'opération qui a été faite d'acquisition d'hôtels très sociaux qui va se développer au cours des prochains mois. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le modèle qui a été développé par Adoma et qui repose à la fois donc sur cette efficacité dans le fonctionnement interne et sur l'appel à des ressources extérieures, c'est au fond ce que recherche d'un certain point de vue l'ensemble du monde associatif pour arriver à développer précisément son activité. Et il faut que Adoma continue à faire figure à la fois d'innovateur, d'expérimenteur, de démonstrateur, pour parvenir à jouer ce rôle de leadership, qui est le rôle joué par Adoma dans le secteur finalement de l'hébergement d'urgence et de l'accueil des populations les plus démunies. En résumé, je pense que votre modèle est solide aujourd'hui et que non seulement il est solide, mais il a vocation finalement à faire école, c'est-à-dire à devenir le modèle de référence de l'ensemble du secteur. Merci. Je vous en prie. Comme vous le savez, Monsieur le Président, Ampère Gestion, société de gestion de portefeuille, filiale de CDC Habitat, a fêté ses 4 ans d'existence en avril dernier. Comment voyez-vous l'avenir d'Ampère Gestion? Les 4 ans qui viennent, eh bien, c'est simple. Actuellement, Ampère Gestion a en gestion de l'ordre de 5 milliards d'euros sous mandat. Eh bien, dans 4 ans, il faut être à 10. Nous sommes actuellement en train de travailler sur la structuration du fonds de logement intermédiaire 2, successeur du FLI, premier FLI. Quels sont pour vous les principaux facteurs de réussite et les challenges pour le fonds de logement intermédiaire 2 ? Le principal facteur de réussite, c'est la réussite du FLI 1. C'est bien parce que le FLI 1 a tenu tous ses engagements, notamment en termes de rythme de production, mais également en termes d'objectifs, de rentabilité, que nous n'avons pas beaucoup de soucis sur la réussite du FLI 2. Tout simplement parce que les investisseurs qui sont venus d'abord s'estiment globalement, d'après tous les retours que j'ai, et qui sont quand même nombreux, très satisfaits de la manière dont le FLI 1 a été monté puis géré. Le principal critère de réussite, c'est le professionnalisme à toutes les étapes et le fait que Ampère Gestion ne se situe pas en quelque sorte un peu en l'air, dans un paysage où il y a beaucoup d'asset managers qui sont vos concurrents, mais dans le fait que vous êtes connu, identifié comme étant un outil fortement adossé au professionnalisme de l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que je dirais d'un certain point de vue, nos gardiens, nos gardiennes, nos personnels de proximité, les techniciens ou les ingénieurs qui travaillent sur le patrimoine, ils contribuent au succès d'Ampère Gestion. Merci de votre réponse. Monsieur le Président, pour ma deuxième question, je souhaite aborder un tout autre sujet avec vous, qui concerne celui de maisons et cités. Ah, maisons et cités. C'est pas tout à fait un autre sujet finalement, c'est un sujet voisin du vôtre. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous voulez savoir? CDC Habitat doit entrer dans le capital très prochainement de maisons et cités. Si tout va bien. Si tout va bien. Pouvez-vous nous en dire plus sur la stratégie du groupe pour cette future nouvelle filiale? Il est prévu que nous opérions a priori comme nous avons fait par exemple pour Adoma, c'est-à-dire une prise de participation initiale de 34%. Et ensuite, en fonction des circonstances et en fonction des besoins, notamment des capacités de financement des collectivités locales, nous pourrons monter dans le capital jusqu'à prendre la majorité. Notre objectif fondamental, il est toujours le même, c'est-à-dire mettre un organisme qui va se rapprocher de nous dans les meilleures conditions pour réaliser ses missions et surtout pour répondre aux besoins des territoires et des populations qui vivent là, exactement comme ce que nous avons fait en Lorraine. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Monsieur le Président, j'ai une question plus axée sur l'accompagnement. Dans le cadre du développement des services à la personne, comment mieux accompagner nos résidents les plus fragiles et les rapprocher du soin médical? Il est tout à fait important aujourd'hui
que nous parvenions progressivement à greffer sur notre offre d'habitat des offres de services importantes pour les populations que nous accueillons. D'une manière générale, nous avons estimé que, par exemple, dans l'habitat social, et ça concerne aussi Adoma évidemment, nous accueillons des populations particulièrement fragiles parce que très peu formées, parfois ne maîtrisant même pas la langue, et évidemment très peu employables. Bon. Nous avons considéré qu'il était complètement essentiel de greffer sur l'offre d'habitat, qui est notre métier de base, une offre d'accès à la formation et prochainement, je pense, une offre d'accès à l'emploi. C'est-à-dire qu'à travers des partenariats avec l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, peut-être demain avec Pôle emploi, nous créerons des agences, enfin pas des agences, mais des permanences qui se tiennent dans les résidences les plus importantes, en situation les plus critiques, pour croiser cette offre de services publics. La question du vieillissement et de l'offre de soins est évidemment complètement essentielle. Pourquoi? Parce qu'au fond, le vieillissement, jusqu'à ce jour, il a été traité principalement à travers la création d'établissements d'accueil, les EHPAD. Sur un modèle un peu plus simple, les RPA, bon, résidences pour personnes âgées. Ce qu'on peut voir, et qui est absolument évident aujourd'hui, c'est que cette réponse, qui est la réponse, on va dire, du XXe siècle, ne peut pas résumer la réponse du XXIe siècle. Tout simplement parce que le vieillissement de la population est continu, parce que les capacités financières du pouvoir public, qu'ils soient locaux ou nationaux, atteignent un plafond, et qu'il faut trouver d'autres modes de traitement de ce sujet, d'autant plus que une grande partie de la population vieillissante vieillit heureusement plutôt en bonne santé pendant pas mal de temps et a besoin peut-être d'un accompagnement, peut-être de soins particuliers, mais en tout cas n'a pas besoin et ne souhaite pas de surcroît résider dans une entité spécifique pendant plusieurs années. Et donc la réflexion que nous menons aujourd'hui là-dessus, et d'ailleurs qui s'inscrit dans le cadre de la réorganisation de la Banque des Territoires, puisque nous ne sommes pas seuls sur cette réflexion, mais il y a d'autres composantes du groupe Caisse des dépôts, de l'établissement public, qui se sont jointes à nous pour conduire cette réflexion, c'est de voir de quelle manière nous pouvons à la fois constituer un bloc d'offres médico-sociales, et d'autre part développer une stratégie consistant à greffer sur un certain nombre d'EHPAD, dont nous souhaitons prendre le contrôle, ou en tout cas nous associer aux opérateurs qui sont en charge de leur gestion. Nous souhaitons développer une stratégie consistant à utiliser ces établissements d'accueil comme des établissements produisant du service à domicile, c'est-à-dire la capacité de maintenir beaucoup plus longtemps des populations âgées sur place. Monsieur le Président, justement, la question de la sécurité fait l'objet de ma troisième question. Afin de minimiser les dépenses de sécurisation des sites post-livraison, comment mieux intégrer les aspects de sûreté et de sécurité sur les programmes immobiliers dès leur conception? Honnêtement, l'architecture et les moyens techniques, même si par exemple, évidemment, la vidéosurveillance joue désormais un rôle essentiel, ça ne fait pas tout. Et je crois que là aussi, ce qui est important, c'est de multiplier les partenariats, notamment avec les gens qui sont spécifiquement en charge de la sécurité. Il faut aussi d'ailleurs que tout notre personnel de proximité, mais vous connaissez ce métier mieux que moi, soit sensibilisé à la manière dont nous envisageons ce sujet. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas isolés, qu'ils ne se sentent pas un peu abandonnés face à leur quotidien. Donc c'est à nous aussi de faire passer le message du rôle très important qu'ils jouent, mais au titre de ce rôle, de la protection à laquelle ils ont droit. Donc c'est un ensemble qui marie tout aussi bien une approche urbanistique et architecturale, qui marie également quelques moyens techniques, et qui marie aussi un mode de gestion de la proximité avec les pouvoirs publics, qui fasse qu'il n'y ait pas de rupture finalement entre des gens qui font ce métier de cohésion sociale qui est le vôtre, qui est tout à fait central, qui est essentiel, et puis ceux qui abordent la cohésion sociale sous un angle différent, qui est celui de la sécurité, de la répression.
Monsieur le Président, la Caisse des dépôts et consignations a annoncé il y a quelques mois la création de la Banque des territoires et CDC Habitat a vocation à s'intégrer dans cette Banque des territoires. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela implique pour le groupe? Il y a 2 filiales dont la nôtre qui sont associées, mais associées non pas au sens de l'intégration évidemment dans une direction de l'établissement public, ça n'aurait strictement aucun sens, mais associées dans la démarche d'offres vis-à-vis des territoires et notamment dans le montage de projets complexes. Au fond, on est toujours une filiale de la Caisse des dépôts, une filiale à 100%. La gouvernance de CDC Habitat n'a absolument pas changé, mais simplement, nous nous trouvons dans un cadre de coordination, de préparation de projets resserré. Pour nous, ça doit apparaître évidemment comme une chance supplémentaire, pas comme une contrainte supplémentaire, comme une chance supplémentaire de nous engager avec des moyens accrus sur des dossiers dans lesquels nous aurions des difficultés matérielles à nous engager tout seul. Voilà ce qu'est la Banque des territoires, ce qu'elle est et surtout ce qu'elle doit devenir. Voilà. D'autres questions? Merci à vous, Monsieur le Président. On a épuisé l'ordre du jour. Eh bien, très bien.